qui ont accepté de participer à cette journée, qui est importante pour nous, qui clôt pour nos étudiants, qui commence à clore une année de formation. Donc je remercie Pierre Sèvres, Frédéric Chassagnol, Laurent Josselin, Aurélie Simoneau et une surprise pour ce soir, dont, comme c'est une surprise, je ne le dirai pas. Et voilà. Donc, bon, attends, mais ça me suffit, c'est pas grave si je n'ai pas l'affichage. Je meuble, j'improvise. Donc, le choix du thème de cette année, vous le trouverez sur... Ok, Stéphane. Stop à la vachette. Donc, j'ai plus le programme. Donc, le titre, excusez-moi, voilà, ça va aller. Cette année, nous avons choisi pour titre « Permettre aux élèves de la classe d'être acteurs et actrices de l'école inclusive, l'usage de la littérature et le rôle des pratiques d'enseignement ». Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous vous rappelez qu'on a eu des thèmes divers. L'année dernière, c'était le thème des parents, partenaires de l'école inclusive. Et on s'est dit qu'au fond, dans cette scolarité, dans cette éducation inclusive, eh bien, les adultes travaillaient ensemble, de plus en plus ensemble, en partenariat. On sait qu'avec des hauts et des bas, mais en attendant, les adultes travaillent beaucoup ensemble, beaucoup plus qu'avant. Et ceux qui sont le plus souvent mis hors jeu de la situation, ce sont les élèves de la classe. Et donc, on s'est dit qu'on a voulu les rendre, cette année, leur donner la première place, c'est-à-dire quel rôle les élèves de la classe peuvent avoir comme partenaires de l'école inclusive. C'est une question intéressante parce que beaucoup de travaux, pourquoi on a choisi ce thème? Parce que la réussite de l'école inclusive est en grande partie déterminée par les attitudes et les comportements adoptés par les élèves dans et hors la classe. On a beaucoup de travaux aujourd'hui qui montrent combien c'est important de les associer parce que sans ça, eh bien, ils vont développer des attitudes et des comportements peu favorables à l'inclusion. Et d'autres études montrent que les élèves présentant des difficultés d'apprentissage ou des problèmes de comportement à l'école sont moins bien acceptés, plus rejetés que les autres, moins souvent choisis comme amis. La seule présence donc d'un enfant, le seul contact avec un enfant à besoin éducatif particulier ne suffit pas à changer les attitudes et les comportements des élèves. Cause ou conséquence? La question que je me suis posée, c'est au fond, est-ce que les problèmes viennent du fait qu'ils ont moins d'amis parce qu'ils présentent des besoins éducatifs particuliers, ou bien l'inverse me paraît tout aussi plausible, voire plus. C'est-à-dire que comme ils ne peuvent pas... L'inverse, c'est comme ils sont moins bien accueillis, plus rejetés, moins choisis comme amis, alors ils vont développer, ils ne se sentent pas très bien en classe, ils vont donc moins s'engager dans les activités, et donc le fait qu'ils soient moins bien acceptés va avoir des répercussions sur leur performance scolaire. Donc c'est ça dont on va parler un peu aujourd'hui. Et puis dire aussi que pour de jeunes enfants, ça n'est pas toujours simple d'accueillir un enfant différent. Parfois, ils pensent que mais lui, il a toutes les chances, lui, il a toujours quelqu'un avec lui, ils en sont jaloux, lui, il a le droit d'aller courir dans les couloirs et pas moi. D'autres comportements les inquiètent, les affolent, ils ne comprennent pas pourquoi cet enfant, à un moment donné, fait une crise, etc. Donc rendre ces élèves partenaires, pour nous, c'était vraiment important. J'ai presque fini. Et donc, j'introduis le propos. Voilà les questions auxquelles on va répondre aujourd'hui. Quel rôle et quelle place donnons-nous aux élèves de la classe qui accueillent un élève à besoin éducatif particulier? Et quelles pratiques pédagogiques, éducatives pourrions-nous mettre en œuvre pour faire des élèves de la classe de véritables partenaires? Pour commencer, je vais laisser vous avez le programme entre les mains. C'est Frédéric Chassagnol, que je remercie vraiment, qui est enseignante spécialisée à Clermont, mais qui est aussi, à ses heures non perdues, conteuse et raconteuse d'histoires. Et je lui laisse la parole pour qu'elle nous lise ce texte écrit par Sarah Salmona et qu'elle met en voix. Et pour avoir fait les essais avec elle, vous verrez combien elle le met bien en voix. Ensuite, c'est Pierre Sèvres, notre collègue maître de conférence de l'ESP Clermont-Auvergne, qui traitera de la question suivante. Empêtrer, dépêtrer grâce aux histoires. Titre mystérieux, il lèvera le mystère.
Puis c'est Laurence Josselin de l'INSHEA qui prendra la parole, que je remercie aussi d'être venue de loin, pour nous parler de littérature et de dire qui sont les héroïnes et héros avec un handicap dans les albums de jeunesse. Puis, vous avez vu la pause café au 4e étage, de 10h15 à 10h45, puis déjeuner libre, certains sont inscrits à la cantine. Cet après-midi, c'est Aurélie Simoneau, enseignante spécialisée à Clermont, ancienne étudiante du Master 2, qui nous parlera des résultats de son mémoire de recherche qu'elle a réalisé l'année dernière sous la direction de Patrick Chambre, puis une surprise, puis une pause gourmande, toujours au 4e étage, et puis Michael Jury, Elisabeth Perrin, les deux surprises, et moi-même, traiterons de, de faire la classe et de faire groupe, et puis nous laisserons la parole au groupe, de 16h15 à 16h30. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à assister à cette journée que nous en avons eu à la préparer. Et ces micros, ça marche? Vous m'entendez? Oui? Comment l'école est devenue ma maison? Une fois arrivée devant les grilles de l'école maternelle, j'aurais tout donné pour retourner dans le ventre de ma mère. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à courir dans tous les sens, maman? Ce monde est tellement différent du lieu calme et sûr de ma maison. Qui est cette dame que je dois appeler maîtresse? Pourquoi tu me laisses ici toute seule? Je vais tomber. À l'hôpital, les dames blanches avaient réfléchi à la question et avaient soigneusement noté sur une ordonnance que pour aller à l'école, en plus du cartable et des crayons de couleur, il me fallait un casque en mousse. L'école, c'est dangereux. Je peux me casser la tête. Je ne sais pas pourquoi papa et maman ont quand même voulu que j'y aille. Tout le monde me souriait, m'encourageait, me rassurait, alors que j'imaginais ma tête se briser comme le verre que j'avais fait tomber la veille dans le lave-vaisselle. L'institutrice a bien suivi les instructions. La boucle du casque est suffisamment serrée sous mon menton pour que je ne puisse pas la détacher seule. Je ne ressemble plus aux autres enfants qui me regardent avec un tel dégoût que je succombe aux larmes. Certains rient en me voyant, on me désigne du doigt. D'autres s'approchent avec crainte et partent en courant, fuyant mon petit corps anormal. « Va jouer !» me dit la maîtresse en ouvrant la grille de la cour de récré qui ressemble à un champ de mine. Mes pieds restent cloués au sol, mais elle me pousse gentiment dans la cour, comme un tas de poussière dont on se débarrasse, et referme la petite grille derrière moi. J'allais être écrasée, piétinée, écartelée, broyée, et peut-être que je terminerais en château de sable. Rester loin, le plus loin possible de toute créature vivante, remuante, trépidante. Je rase les murs, pourvu qu'on ne me voie pas. Disparaître, derrière cet arbre peut-être. Comme j'aimerais être forte comme lui, faites que mes pieds deviennent des racines, pour que je ne tombe plus, pour que la maîtresse ne puisse plus me balayer. Maman, viens me chercher, maman, viens me sauver. La cloche sonne. Il faut se mettre en rang, se donner la main, c'est l'heure des mamans. Suis-je obligée de donner la main à quelqu'un? Et si on me l'arrachait malencontreusement? Visiblement, la maîtresse ne comprend pas ce que je veux dire, et elle me balaie une nouvelle fois vers une autre main orpheline. Elle m'a prise, elle me tient, je suis perdue. Mais, surprise, comme elle est douce, cette petite main, un nuage de coton qui m'enveloppe et me tient chaud. Tu peux être ma copine si tu veux. Elle s'appelle Maëlle et elle a les yeux bleus. C'est vrai, j'ai trouvé une main, une bouée de sauvetage, un arbre. Elle m'entraîne,
Je la suis et je ne la quitterai plus. Mais une longue période d'attente commence. Assise sur le petit radiateur, nous attendons notre délivrance, nos mamans. Voilà que Maëlle lâche ma main. Sa grande sœur est là. Il faut qu'elle parte. On se reverra demain. Ah bon? Il faut revenir demain? Je vois les enfants partir un à un, et plus le temps passe, plus ma peur grandit. Et si maman ne venait pas? Les petits, les moyens et les grands se réunissent pour la garderie du soir. Les enfants s'assoient sur le petit radiateur d'en face, le radiateur des enfants sans papa et sans maman, le radiateur des enfants oubliés, me dis-je, comme le doudou qui traîne à mes pieds. Quelques pas seulement nous séparent, mais qui est du bon côté? Ils sont pourtant beaux et sans défaut de fabrication. Il ne leur manque rien à eux, contrairement à moi qui n'ai plus de force, et à toi, petit doudou, qui n'as plus d'œil. Une vérité effroyable mais évidente traverse alors mon esprit et me glace le sang. Je ne suis pas du bon côté. Je ne mérite peut-être pas qu'on vienne me chercher. Et pour sûr, on va finir par me demander d'aller m'asseoir sur le petit radiateur d'en face chez les oubliés et d'embarquer le doudou pour le voyage. Je comprends alors que malgré nos différences, nous sommes tous pareils, des enfants qui attendent leur maman. Ta maman est là, Sarah. Est-ce bien vrai? Elle est là, qui m'attend avec un pain au chocolat à la main. J'ai lâché le doudou qui a retrouvé sa place auprès du radiateur et j'ai sauté au cou de ma mère. Nous partons sans lui, parce qu'il faut bien que quelqu'un porte ma souffrance. Ne m'en veux pas, petit doudou, mais si on nous voit trop ensemble, toi et moi, les gens vont finir par croire qu'on se ressemble. Et je ne veux pas être toute cassée comme toi. Achète-toi des yeux et on pourra discuter à nouveau. Le lendemain, je suis revenue parce que apparemment il le fallait. Les enfants vont à l'école et les parents au bureau. Je retrouve Maëlle, qui a toujours les mains douces. Je dis bonjour à Franck, qui me surnomme tête de banane. Et enfin, je rencontre Elena, qui me demande si je ne suis pas passée sous un camion pour être aussi maigre. La main de Maëlle ne m'a pas quittée de la journée. Et je crois bien qu'elle m'a sauvé la vie ce jour-là. La maîtresse s'est rendue compte de mon problème d'intégration et elle a tenu à me présenter à toute la classe. Ses explications savantes m'ont désignée comme l'enfant qu'il ne faut pas bousculer, qu'il ne faut pas brutaliser et dont il ne faut pas se moquer. Les enfants ont donc compris qu'ils ne devaient pas m'approcher, ni même me frôler, et encore moins me parler. Les plus curieux viennent me poser la question à laquelle la maîtresse n'a pas répondu. « Qu'est-ce que t'as » J'aurais pu leur expliquer tout ce que je n'avais pas, de force, de confiance, d'amis, mais la question faisait trop mal et je leur en voulais. Je n'ai rien. Voilà la réponse tant désirée. Et si je faisais comme si je n'avais rien? Jouer au chat, mais accepter de ne jamais attraper la souris. Monter sur le tourniquet et accepter de glisser, de tomber au sol et de manger les chaussures qui défilent avant que la maîtresse ne vienne me sauver. J'ai bien essayé de faire comme si je n'avais rien, mais ça aussi, ça faisait trop mal. J'avais trop de mauvaises notes dans la cour et dans les yeux des copains. Je ne voulais plus quitter la classe, dans laquelle je ne recevais que des bons points. Plus de défauts de fabrication, que de bonnes appréciations. Sarah est sage comme une image. Dans la classe, il est interdit de sauter, de courir et de se rouler par terre. Pas de problème, je sais faire. Il faut être sage, assis sur sa chaise, ne pas bouger et écouter. Dans ce domaine, je suis la meilleure. Tout d'un coup, je me sens capable de faire des choses que certains ont bien du mal à réaliser. Lorsque Franck va au coin,
Je ne le lâche pas du regard pour le faire souffrir un petit peu. Je mesure dans ma tête combien de bonnes notes il me faut pour rattraper mes défauts. Beaucoup, et les meilleurs. On oubliera mes jambes et mes bras puisque je courrai dans mes leçons. Je sauterai de livre en livre, je porterai du savoir et certains diront peut-être « Quelle enfant parfaite !» À l'école, on ne se moque plus de moi. Franck a trouvé une nouvelle proie, Jérémy, qui est trop grand, qui porte des lunettes et qui a un appareil sur les dents. Je rentre en CP. Tu es grande maintenant. Le CP, c'est du sérieux, ça rigole plus. Je n'avais pas l'impression d'avoir trop rigolé avant. Alors, j'étais bien préparée à entrer dans le monde des grands. Je suis contente de grandir parce que je deviens plus forte. D'abord, parce que je ne pleure plus comme un bébé avant d'aller à l'école. J'ai bien appris à retenir mes larmes. Ça coule de l'intérieur. Parfois, ça me fait mal au ventre, mais ça ne se voit pas. Ensuite, parce que j'ai bien remarqué que les adultes étaient plus forts que les enfants. Ils dévissent facilement les bouchons des bouteilles d'eau. Ils montent 4 à 4 les marches des escaliers. C'est sûr, en grandissant, je deviendrai plus forte. Il semble cependant que je ne sois pas la seule à grandir. Les couloirs pour aller à la cantine se sont allongés. La cour de récréation s'est élargie. Le cartable est plus lourd. Les marches plus hautes. Et pourtant, j'ai grandi. La dame blanche m'a expliqué le phénomène. C'est simple à comprendre. Tes muscles, eux, se rétractent dans le cou, dans le dos, aux pieds, et voilà que tout devient plus compliqué. Les choses ne vont pas dans le bon sens. Mon corps ne veut pas suivre le mouvement, mais moi, je dois continuer à grandir, coûte que coûte. Ma tête, elle m'obéit. Les chiffres n'en finissent pas de grandir. Je sais compter jusqu'à 10, 100, 1000, 10 000. C'est vrai, on peut compter jusqu'à l'infini. Je suis bien contente que ma tête puisse compter jusqu'à l'infini, même si je n'y arrive pas. Mais les chiffres ne connaissent pas de limite. Pas de rétraction musculaire. Pas de fauteuil roulant pour les aider à avancer. Ils s'additionnent et bientôt se multiplient comme les lettres de l'alphabet. Je lis, j'écris des mots, des phrases et enfin des pages entières. Ça raconte des histoires, des rêves qu'on ne peut pas oublier parce qu'ils sont imprimés sur du papier. Non, ça ne court pas, ça ne joue pas à la marelle, ça ne saute pas à cloche-pied, mais ça vit quand même. Et puis il y a mon cœur qui se gonfle comme une bulle de chewing-gum dès qu'un copain porte mon cartable. Dès qu'on me propose de partager un goûter ou de rigoler. Pas besoin de faire d'efforts, il s'agrandit tout seul. Et j'ai de la place pour tout le monde. Pour Maëlle, Karine, Camille, et puis surtout pour François-Xavier. Je peux sûrement aimer à l'infini. Ce n'est pas moi qui me suis approchée d'eux et qui ai pris le risque de leur demander d'être mes amis. Moi et ma différence avons peur de déranger les gens et on ne veut forcer personne à gonfler son cœur pour nous. Pourquoi Karine et Camille sont-elles venues s'asseoir à côté de moi sur le petit banc en bois de la cour de récré ? Peut-être parce qu'elles ont vu dans mes yeux à quel point je les admirais quand elles jouaient à la corde à sauter, à quel point je les attendais. Peut-être parce qu'elles ont deviné que j'allais les aimer en grand. Elles m'ont choisi sur ce banc sans exiger de moi d'être comme les autres. L'amitié est toute puissante quand elle s'abaisse pour refaire vos lacets, quand elle ramasse votre caillou pour que vous puissiez jouer à la marelle, quand elle vous confie ses secrets. Voilà comment l'école est devenue ma maison, ma raison d'être et de grandir, des amis à aimer, des cahiers à remplir, du devenir. Depuis,
Je n'ai plus quitté mon cartable. Je suis accrochée à lui comme à une bouée. Il me sauve de mon inertie. Je suis devenue prof de français pour entendre les verbes se conjuguer au futur. Madame, plus tard je serai, et pour continuer à construire avec eux, de l'avenir. Sarah Salmona.